Salut, ça va? Je m'appelle Mathilde et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du sommeil. Dans ma première vidéo sur le sommeil, on avait regardé combien d'heures de sommeil on a besoin par nuit, et dans ma deuxième, on s'était penché sur la question est-ce qu'on peut dormir à n'importe quel moment ou est-ce qu'il y a des moments optimaux? Parce que dormir suffisamment c'est une chose, mais est-ce que ça revient au même de dormir le jour ou la nuit par exemple? Dans ma dernière vidéo, j'expliquais des trucs qui sont utiles pour comprendre cette vidéo-là, du coup je vous invite à aller la voir en premier. Par exemple, j'expliquais quelles sont les deux forces majeures qui régulent le sommeil, à savoir le rythme circadien et la pression du sommeil. Et ça va être utile pour aborder le thème de ce jour qui est les chronotypes. Alors commençons, quels avantages avons-nous à dormir la nuit plutôt que le jour? Eh bien déjà quelque chose qui paraît assez évident, c'est que la nuit il fait nuit, il n'y a pas de lumière, et comme on l'a vu dans ma dernière vidéo, la lumière ça freine la sécrétion de mélatonine, donc l'hormone qui donne envie de dormir. Du coup si on dort la nuit, il n'y a pas de frein à cette sécrétion, et donc pas de frein à l'envie de dormir. Aussi, je pense que comme la société est globalement moins active la nuit, il y a moins de pollution sonore, il y a moins de véhicules, tout ça. Ça peut éviter de se faire réveiller par des bruits, quoi. Mais il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple le fait qu'on sécrète certaines hormones uniquement la nuit lorsqu'on dort et pas le jour, comme par exemple l'hormone de croissance qu'on sécrète entre 22h et 2h du mat, il me semble. Et cette hormone de croissance, on la sécrète aussi à l'âge adulte, hein. Elle est surtout utile pour la croissance, mais pas que. Mais surtout, l'avantage qu'il y a à dormir la nuit, c'est d'être en phase avec son chronotype. Alors pour être en phase, c'est plus subtil que jour-nuit, hein. Il y en a qui sont plus du soir, d'autres plus du matin. Mais commençons déjà par expliquer ce que c'est un chronotype. Alors, un chronotype, c'est la manifestation du rythme circadien qui définit la préférence d'une personne pour des activités plus matinales ou plus vespérales. Donc vespérale qui veut dire relatif au soir. Dans ma dernière vidéo, on a vu qu'on a tous un rythme circadien, donc c'est ce qui regroupe tous les processus biologiques qui ont une période d'environ 24 heures, donc qui se répètent toutes les 24 heures. Et parmi ces cycles, on avait par exemple la variation de la température corporelle, ou par exemple le taux de cortisol ou de mélatonine qui varie au cours de la journée. Mais en fait, ces variations ne se font pas exactement au même moment de la journée en fonction des individus. Par exemple, il y en a qui vont avoir un pic de cortisol plus tôt le matin que d'autres, donc le cortisol c'est l'hormone qui permet de se réveiller, et donc ces gens-là auront un chronotype plutôt matinal. Aussi, il y a des moments dans la journée où on a des pics d'éveil et d'autres où on est moins alerte, et ces pics-là se font à des moments différents en fonction des gens et en fonction de notre chronotype. Dans ma dernière vidéo, pour illustrer le rythme circadien, je disais qu'on avait un pic de productivité le matin, mais en fait ça colle à un chronotype plutôt matinal, mais pour d'autres gens qui ont un chronotype plutôt du soir par exemple, peuvent avoir ce pic de productivité plutôt dans l'après-midi par exemple. Donc globalement, on distingue trois catégories. Il y a ceux du matin, qui tendent à aller au lit vers plutôt 9h du soir et qui se réveillent vers 5-6h du mat. Ils représentent 40% de la population selon Matthew Walker, mais à d'autres endroits j'ai pu lire 25 à 30% de la population. Ensuite, il y a ceux qui ont un chronotype plutôt vespéral, donc du soir, et ceux-là, ils auront peut-être plus tendance à aller au lit vers 1h du mat et à se réveiller vers 9h. Ils représentent environ 30% de la population. Et dernière catégorie, les 30% de la population restant environ, c'est ceux qui sont ni du soir ni du matin et qui se trouvent quelque part entre les deux. Qu'est-ce qui détermine le chronotype? Eh bien déjà, notre chronotype varie au cours de notre vie, il varie avec l'âge. Lorsqu'on est enfant, on a un chronotype plus matinal, puis plus vespéral lorsqu'on est ado, donc on va se coucher plus tard, et enfin lorsqu'on est âgé, notre chronotype tend à devenir plus matinal. Deuxième facteur et le plus gros qui détermine notre chronotype, c'est la génétique. Et oui, notre chronotype est déterminé génétiquement, il y a plusieurs gènes qui l'influencent, et parmi ces gènes, il y a le gène clock, qui veut dire horloge en anglais, en référence à notre horloge biologique, notre horloge interne, donc à notre rythme circadien. Je vous mettrai en description une étude sur le gène clock, qui est assez intéressante. Alors pour expliquer rapidement, notre ADN est composé d'une série de lettres A, T, G, C qu'on appelle les nucléotides. La nomenclature c'est pas très important, mais ce qu'il faut comprendre c'est que ces lettres elles se répètent avec une certaine séquence et ça va former le gène. Et en fait un gène il peut avoir des séquences légèrement différentes et ça donne en gros deux versions de ce gène. Et en science, une version d'un gène on appelle ça un allèle. Et par exemple le gène clock il a deux allèles, ça veut dire qu'il a en gros deux versions de lui-même, on peut dire. Ces deux versions, elles ont quelques différences dans la séquence de nucléotides, mais il s'agit du même gène.
Si on reprend le gène clock, eh bien, comme je l'ai dit, il a deux allèles. Une version qu'on appelle 311T et l'autre qu'on appelle 311C. Et comme dans notre ADN, on a toujours deux allèles, on a deux versions du même gène, une qui vient de la mère, l'autre qui vient du père, eh bien on peut avoir différentes combinaisons possibles. Si on a deux allèles 311C, eh bien on va avoir un chronotype plutôt du soir. Et à l'inverse, ceux qui ont deux allèles 311T, eh bien ils seront plutôt du matin. Si tes deux parents sont du matin, eh bien c'est fort probable que tu le seras aussi. Et enfin, troisième cas de figure, eh bien tu peux hériter d'un allèle du matin et un du soir, et dans ce cas-là tu seras ni vraiment du soir, ni vraiment du matin, tu seras quelque part entre les deux. Donc voilà pour le facteur génétique, il faut savoir que c'est le facteur principal qui détermine notre chronotype, et donc on ne peut pas le changer, on ne choisit pas. Selon Matthew Walker, on peut légèrement influencer notre chronotype pour le faire avancer de 30 à 45 minutes, mais pas vraiment plus. Par exemple, j'ai trouvé une étude qui montre l'effet de l'activité physique en fonction de si on l'a fait le soir ou le matin sur le chronotype. Et c'est assez étonnant parce que si on fait du sport le matin, eh bien ça permet d'avancer notre chronotype, qu'on soit du soir ou du matin. Mais par contre, si tu fais du sport en fin de journée, eh bien ça a un effet différent en fonction de si tu as un chronotype du soir ou du matin. Si génétiquement tu as un chronotype du matin, et bien faire du sport en fin de journée, ça va légèrement reculer ton chronotype, donc tu pourras te coucher légèrement plus tard. Mais à l'inverse, si génétiquement tu as un chronotype du soir, et bien faire du sport en fin de journée, ça va légèrement avancer ton chronotype. Du coup, si tu es du soir, que tu fasses du sport le soir ou le matin, dans tous les cas, ça permet d'avancer légèrement un peu ton chronotype et donc de te coucher légèrement plus tôt, ce qui peut te permettre de te réveiller un peu plus tôt aussi. Et ils ne savent pas trop expliquer pourquoi il y a cet avancement de phase, ce sont juste des faits et des observations. On peut aussi jouer avec l'exposition de la lumière, il me semble, mais dans tous les cas, ces effets sont très limités puisqu'on peut l'avancer que de 30 à 45 minutes maximum, et le reste c'est déterminé par ta génétique, donc tu ne peux pas le changer. Donc voilà les différents facteurs qui déterminent notre chronotype, donc on ne peut pas le choisir, ça ne dépend pas de notre volonté, et c'est comme si on avait en gros chacun nos heures optimales auxquelles on pourrait dormir. Pour comprendre un peu mieux, je vais reprendre un exemple que Matthew Walker donne dans sa vidéo que je vais mettre en description. Par exemple, si l'on prend quelqu'un qui est génétiquement programmé pour dormir en gros de minuit à 8h. Donc elle s'endort à minuit, mais elle doit mettre le réveil à 6h pour se réveiller, pour aller travailler. Donc la question c'est combien d'heures de sommeil a-t-elle perdu? Ben 2 heures. Et là je vous répondrai oui, mais non. C'est plus subtil que ça les amis. Pour comprendre cette subtilité, comprenons un peu mieux comment est organisé le sommeil. Chaque nuit, nous faisons 4 à 6 cycles qui durent environ 90 minutes. 90, oui. Disons 1h30. Chaque cycle est composé de 4 phases, et peut-être que je les expliquerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais ce qui est important de comprendre pour cette vidéo, c'est que grossièrement, chaque cycle est composé d'une première partie où c'est du sommeil profond, et d'une deuxième où c'est du sommeil paradoxal, donc lorsqu'on rêve. Le sommeil paradoxal, en anglais, il l'appelle le REM sleep, donc le Rapid Eye Movement, puisque lorsqu'on rêve, il n'y a que nos yeux qui peuvent bouger, et ils font des petits mouvements rapides. Et à l'inverse, le sommeil profond, il l'appelle le Non-REM sleep, donc le Non-Rapid Eye Movement, donc la phase où il n'y a pas de mouvement des yeux, quoi, puisque lorsqu'on ne rêve pas, lorsqu'on est dans le sommeil profond, nos yeux ne bougent pas. Donc on traverse 4 à 6 cycles par nuit, mais là où vient la subtilité, c'est que la proportion de sommeil profond et de sommeil paradoxal qui composent chaque cycle change au cours de la nuit. Au début de la nuit, les premiers cycles ont une proportion plus grande de sommeil profond au détriment du sommeil paradoxal, et plus on avance au cours de la nuit, plus la proportion de sommeil paradoxal augmente au détriment du sommeil profond. Du coup, si on reprend la question d'avant, elle va être privée de 2 heures de sommeil, oui, mais comme ces 2 heures, on les enlève à la fin de la nuit et qu'à la fin de la nuit, il y a plus de sommeil paradoxal que de sommeil profond, eh bien on va lui enlever environ 80% de son sommeil paradoxal et 20% de son sommeil profond. Et quand on sait que le sommeil paradoxal, ça a un rôle particulièrement important pour la régulation émotionnelle, eh bien c'est pas étonnant que même s'il nous manque 1 ou 2 heures de sommeil, eh bien on soit vachement plus irritable. Et Matthew Walker il dit un truc que je trouve assez fou perso, c'est que ça fonctionne aussi pour l'inverse. Par exemple, si tu vas au lit 2 heures plus tard qu'aux heures auxquelles tu es censé aller, par exemple si tu vas à 2 heures au lieu de minuit, eh bien tu auras moins de sommeil profond. Comme si en fait les heures auxquelles tu es censé dormir c'était figé. Et t'as beau dormir 8 heures, si c'est pas bien aligné avec ton chronotype, eh bien t'auras plus ou moins de sommeil profond ou paradoxal, et je trouve ça assez fou en fait.
J'ai toujours trouvé con, je sais pas si vous connaissez le dicton « les heures avant minuit comptent double », mais en fait si on part du principe qu'on a un chronotype plutôt matinal et que du coup notre sommeil profond est censé se faire avant minuit, dans tous les cas ça compte pas double, hein, mais il y a la notion que dormir à certains moments ça peut être important et du coup bah voilà, c'est pas si con peut-être. Donc voilà la réponse à notre question, quel est le moment optimal pour dormir? Eh bien c'est le moment où l'on est en phase avec notre chronotype pour avoir les proportions optimale de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Bref, maintenant qu'on sait comment notre chronotype est déterminé et qu'on ne peut pas vraiment l'influencer, ça ne dépend pas de notre volonté, regardons un peu les conséquences que ça a. Il faut savoir que dans tous les cas, qu'on soit du soir ou du matin ou entre les deux, on fonctionne mieux lorsqu'on est en phase avec notre chronotype. Et on fonctionne mieux sur à peu près tous les plans, que ce soit émotionnel ou mental. Par exemple, notre aptitude à résoudre des problèmes est plus grande lorsqu'on est en phase. En fait, c'est l'état qui devrait être normal, et c'est plutôt il y a des conséquences néfastes lorsqu'on n'est pas en phase avec ce rythme. Donc, on a tous intérêt à pouvoir vivre aligné avec notre rythme circadien et notre chronotype. Mais, et ça c'est un fait, le rythme qui est imposé par la société, il est beaucoup plus adapté à ceux qui ont un chronotype du matin plutôt que du soir. Un chronotype du soir, naturellement, il ne peut pas s'endormir avant une certaine heure, mais il doit quand même se lever au rythme imposé par la société, donc avec ceux du matin. Et comme il n'a pas pu se coucher suffisamment tôt pour dormir assez, il va être en manque de sommeil, ce qui a de grosses conséquences. Et même si les jours d'après il arrive à s'endormir plus tôt puisqu'il a une dette de sommeil, eh bien ces heures de sommeil ne seront quand même pas alignées avec son chronotype naturel et donc le sommeil est moins optimal. Quand il y a un mauvais alignement entre les obligations sociétales et les besoins biologiques qui sont dictés par notre rythme circadien, on parle de social jet lag. Dans cet article, que je mettrai en description, ils estiment qu'environ 70% de la population souffre de social jet lag. Et ce qui paraîtrait assez logique, c'est que les 30% restants qui ne souffrent pas de ce social jet lag, ce soient les gens qui ont un chronotype plutôt matinal, donc pour qui ce n'est pas un problème de se lever le matin. Et en fait, les chronotypes du soir qui doivent suivre le rythme imposé par la société, eh bien ils ont non seulement des performances au boulot qui sont moins bonnes, mais aussi surtout il y a un taux plus élevé de dépression, d'anxiété, de diabète, de cancer, d'attaque cardiaque et d'arrêt cardiaque. Du coup, autant dire qu'il y a des conséquences néfastes assez conséquentes, au point que l'OMS a classé le travail de nuit comme étant un cancérigène probable. Je vais faire une série dans mon utopie, je pense, parce que dans mon utopie, eh bien, tous les travails de nuit peuvent être remplacés par des robots. En fait, dans ma vraie utopie, tous les travails pourraient être remplacés par des robots, et on ne ferait que ceux qu'on choisit de faire ou qu'on fait par plaisir. Et la vie serait très très cool. Les travailleurs de nuit, c'est un exemple assez extrême où c'est carrément inversé, et ils travaillent la nuit et dorment le jour, du coup... Ils sont pas du tout en phase avec leur chronotype, mais même sans aller jusqu'à cet extrême-là, rien que le fait d'être décalé de quelques heures par rapport à son chronotype, eh bien ça peut avoir des conséquences. Et il y a des études, vous en avez peut-être sûrement déjà entendu parler, où ils font commencer l'école à 10h plutôt qu'à 8h, et étonnamment les résultats sont meilleurs, il y a de meilleures performances, etc. D'ailleurs, comme c'est prouvé, je comprends pas que la société ferme encore les yeux là-dessus et qu'on ne commencerait pas l'école à 10h pour les ados, ce serait bien mieux quoi. En traînant sur les articles et les revues qu'on peut trouver sur internet, en dehors de Google scolaire quoi, on peut trouver tout un tas d'articles qui disent que par exemple les personnes du soir sont plus intelligentes. Ça me fait surtout rire parce que pour moi c'est du même ordre que ceux qui aiment les chats sont plus intelligents que ceux qui aiment les chiens. Mais ça me dérange quand même un peu parce que pour moi c'est plus un moyen de se dire ah bah si j'appartiens à cette catégorie j'ai ci, j'ai ça. Et ça divise les gens en catégories sur des critères qui sont issus d'études plutôt douteuses quoi. Ça pousse à se comparer aux autres en mode ah moi je suis du soir du coup je suis plus intelligent etc. Et se comparer aux autres c'est pas très utile quoi. Alors perso je suis plutôt chat du coup je suis plutôt intelligente quoi. J'avais un chat qui s'appelle Rookie, mais il est mort. Du coup, maintenant, c'est un chien. Dana, dis bonjour à la caméra. Bon. C'est le chien de ma maman, hein, c'est pas le mien. Ça va, Dana? Perso, je trouve bien plus constructif de se comparer à soi-même en se demandant quels sont les moments dans la journée où je suis le plus actif, le plus réveillé, le plus productif. Et du coup, ce sera dans ces moments-là qu'on est le plus apte à résoudre des problèmes et du coup le plus intelligent. Et perso, j'aimerais bien me renseigner un peu plus sur comment déterminer quel est le timing de notre rythme circadien, ce qui peut être utile justement pour savoir les moments auxquels on est plus productif et les moments où on est plus fatigué, où c'est optimal de dormir, etc. etc. Donc j'en ferai peut-être une vidéo un jour si je trouve des trucs cool. Mais
en attendant, bah voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé, que vous aurez appris 2-3 trucs intéressants. N'hésitez pas à me le faire remarquer si c'est le cas, commenter, partager, tout ça. Et je vous dis à la prochaine, bye! Pour mettre les lunettes, Dana. Ciao, ciao! Bye!